Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 88e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, dans un court épisode, je suis très heureux de recevoir Marco D'Amico. On va parler de nos attentes pour la saison 2024-2025 du Canadien et de certains joueurs en particulier. Marco, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, je te remercie. Donc, on va faire ça de manière condensée un petit peu aujourd'hui. Tu as été très, très bien placé dans les 2 dernières années pour regarder, analyser les joueurs du Canadien. Donc, je pense que tu vas pouvoir avoir, disons, une bonne position pour parler des attentes pour certains joueurs et pour l'équipe. Mais avant, on n'a pas le choix de parler de ce qui se passe avec Patrick Laine, comment ça va affecter si on veut, l'équipe au complet. Dans un article publié aujourd'hui par Nicolas Cloutier sur TVA Sport, il s'attendait, selon les dires d'un médecin, que la blessure serait au ligament collatéral médial du genou. Ce serait le scénario le plus probable. C'est possible aussi, par contre, que les ligaments croisés antérieurs soient touchés. Ça voudrait dire la fin de la saison complète pour Patrick Laine. Mais dépendamment que ce soit le pire scénario, il serait absent pour une longue période. À quel point, selon toi, ça affecte? On voit que ça affecte le moral à Montréal au complet. Ouais. On voit que les joueurs sont un peu dépités. Mais sur la glace, à quel point tu penses que ça va avoir un impact? Je pense qu'avec la troupe de Martin Saint-Louis, à chaque fois qu'il y a une blessure, on l'entend toujours le dire. Next up, c'est qui le prochain qui va se Ouais. lever? Et je pense que c'est ça en ce moment qu'ils recherchent. Quand Kirby Dack est tombé avec une blessure en début de saison, c'est qui, veut pas, qui s'est levé. On connaît très bien Suzuki, on connaît très bien Caulfield, mais c'est Slavkovski qui a eu sa levée en tant que tel la saison passée. Ouais. Donc, on s'attend à un autre jeune de vraiment prendre son élan. Donc, ça l'ouvre peut-être la porte à un Joshua Roy, Oliver Kapanen. C'est peut-être aussi une saison de rédemption pour un certain Josh Anderson qui Ouais. pourrait avoir une chance sur le deuxième trio. Donc, on ne sait jamais. La seule chose qu'on peut dire avec certitude, c'est que c'est fort probable que le Canadien commence pas l'année avec Patrick Laine. Donc, Ouais. c'est certain que les trios vont changer en conséquence. Puis, je le dis souvent, le noyau de cette équipe-là n'est pas fait de façon fragile. Les partisans, ils disent à chaque jour, ils ont traversé beaucoup en termes de blessures Ouais. les 3 dernières années. Ben, les joueurs aussi, je pense. Fait que je crois qu'ils sont habitués à ce point-ci, sont habitués à ce type de défi. Je pense pas que ça va nécessairement nuire dans la chambre. On sait que c'est plate, mais on a vu Patrick Laine aujourd'hui arriver à la pratique, Il était un là. individu qui se cherchait ou cherchait sa passion au hockey avant de revenir à Montréal, ou de venir à Montréal, excuse-moi, et maintenant il l'a. Même blessé, il se porte à être à côté de ses coéquipiers en pratique. Donc pour moi, ça englobe pas mal l'idée de l'équipe et où ce qu'ils sont en termes de mentalité. Je pense pas qu'il va y avoir de problème pour eux, mais je sais que perdre un Patrick Laine, c'est un gros morceau. Puis c'est plutôt pour les partisans qui veulent Il des voulait le joueurs qui voir. vont leur faire lever de leur siège. C'est Absolument. malheureux. On ne va pas nécessairement se projeter sur qui prendrait sa place dans l'alignement. Plusieurs joueurs potentiels. Là, tu as parlé de Josh Anderson sur son unité. Peut-être que la première unité serait démantelée. À voir. Reste que ça ouvre la porte à un. Tu as mentionné Oliver Kapanen, c'est le premier nom qui nous vient en tête. Emil Heinemann a un bon camp d'entraînement aussi. Alex Barré-Boulet, qui a un contrat avec le Canadien, pourrait à cause justement de sa situation contractuelle, en profiter. Joshua Roy risque d'avoir des minutes plus importantes. Ça va laisser justement l'opportunité à un plus jeune de prendre cette place-là. Si on regarde le nombre de points que le Canadien a récolté l'année passée, on est à 76. On a terminé quand même au dernier rang de notre division, mais c'est une nette amélioration par rapport aux 68 de la saison précédente et aux 55 de l'année d'avant. Donc, il y a une amélioration qui se fait. C'est positif. On regarde quand même les joueurs de pointe. Plusieurs ont récolté une très bonne saison, là. Si on prend le premier trio, Nick Suzuki, 77 points en 82, sa meilleure récolte. Cole Caulfield, 65 points, 28 buts, a vraiment eu une bonne deuxième moitié de saison. Juraj Slavkovski, même chose, 50 points en 82. Jusqu'où tu penses que ce trio-là, même si on ne reste pas ensemble, ces individus-là peuvent se rendre
en tant que saison personnelle, individuelle pour la saison prochaine. Moi, je l'ai dit à la fin de l'année passée, puis je le redis, ça va être cette année, ça va être l'année où un joueur du Canadien de Montréal va arriver à faire 82 points dans une saison. Ce serait incroyable. Et je m'attends à ce que ce soit Nick Suzuki. Je sais que c'est pas la déclaration la plus folle au monde, considérant qu'il y a eu 77 points l'année passée. Mais je m'attends vraiment à ce qu'il y ait un petit déclic à 5 contre 5 et que la majorité de ses points ne soient pas nécessairement juste sur l'avantage numérique. Avoir joué l'avantage numérique en ce moment, je pense qu'il va avoir besoin de modifications pour qu'il soit aussi Ouais. efficace qu'il l'était l'année passée. Euh, je parle de la première vague, bien sûr. Euh, Ça, c'est pour un Cole point quand même. Caulfield, Excuse-moi, juste pour continuer sur l'avantage numérique, c'est un point important aussi. La blessure de l'année débalance un petit peu les choses. ah, Euh, pas tant. on ne sait pas où est-ce qu'il aurait débuté l'année, mais reste que ça fait un élément de moins sur une potentielle deuxième vague. Ouais. Pour les matchs hors saison, je pense qu'on n'a pas à trop accorder d'importance, mais tu ne trouves pas qu'il y a trop de débalancement sur une potentielle deuxième unité d'avantage numérique, ce qui nous manquait l'année passée, là? Ouais, je pense qu'avoir un Lane Hudson sur la deuxième vague pour Ça débuter, va aider, ouais. je pense qu'éventuellement, il va se trouver sur la première. Mais juste pour débuter, tu as déjà ton corps arrière, un Joshua Roy sur la deuxième vague, tu as déjà ton fabricant de jeu. Malheureusement, il manque un franc-tireur. Donc, c'est là où, exemple, un Alex Barré-Boulet pourrait se trouver une opportunité, un Oliver Ouais. Kapanen. Euh, S'il fait l'équipe, Emil Heinemann serait un franc-tireur formidable J'aime dans ce beaucoup son coin-là camp aussi. d'entraînement, honnêtement. C'est ça, mais je crois personnellement que les Canadiens vont sortir avec 14 attaquants avant la fin de la OK. saison, donc au début de la saison, excuse. Donc, si on prend 14 attaquants, Emil Heinemann, malheureusement, je pense qu'il va être cédé. Donc, c'est vraisemblablement Alex Barré-Boulet, Oliver Kapanen, Joshua Roy, Lane Hudson et insère Brendan Gallagher, Josh Anderson, voilà ta deuxième vague. C'est pas nécessairement la force de frappe que tu vas voir sur la première, Ouais. mais le but en tant que tel en ce moment, c'est que la première est capable de frapper au moins 25% des chances. Donc, OK. c'est là où est-ce qu'on va voir une amélioration nette. Et c'est là, selon moi, qu'on va voir les totaux de points, exemple, un Kirby Dack en santé, Ouais. arriver plus haut que 50-60 points. On parle de ce range-là. S'il est capable de rester en santé, bien sûr. Donc, c'est certain que certains de ces jeunes-là, on va regarder de très près. Pour moi, je pense que c'est Juraj Slavkovski le plus intéressant de la gang parce que c'est OK. arrivé à 50 points l'année passée. Tu parlais de Caulfield une deuxième moitié de fou, mais les derniers 20 matchs Courage de aussi, ouais. Slavkovski il a marqué, si je me trompe, quelque chose de comme 10 buts ou 9 buts. Ouais. Donc, est-ce que cette production-là était juste parce qu'il était sur une lancée de fin de saison ou est-ce que c'est quelque chose qui va non seulement être capable de reproduire, mais améliorer dès le début de la saison? Et c'est là la vraie question parce que si il est capable de s'améliorer davantage, ben on parle d'un joueur de 60-70 points. Et ça serait intéressant, spécialement avec son gabarit et tout. Mais pour que ceci fonctionne bien, pour moi, l'avantage numérique doit être arrangé. La façon qui est utilisée en ce moment, ou ce qui est dans le bumper au centre de la glace, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi on a changé les choses. Je Ça pense que fonctionne c'était un peu pas moins, ouais. la formule qu'il fallait changer, mais peut-être les effectifs. Donc, un Matheson être changé pour un Lane Hudson. Et c'est là que tu peux vraiment jouer l'avantage numérique diamant Ouais. que Tampa Bay a rendu fameux, là. Absolument. C'est ce style-là. Et donc, s'ils sont capables de retourner à ça, Jaroslav Slavkovski peut être utilisé plutôt comme un franc-tireur et pas un gros corps devant le filet. Maintenant que Kirby Duck est revenu, on peut l'utiliser pour ça. Ouais. Euh, je m'attends à peu près 60 points de sa part aussi. Donc, tout le monde a une petite amélioration, Progression, ouais. c'est ça. Mais pour moi, le vrai amélioration, ça va être l'apport offensif, pas en termes de but, parce que le Canadien a mené la Ligue dans ce cas-ci, mais en termes d'offensive créée en termes en mouvement. On appelle ça in transition en anglais. OK. Donc, vraiment être capable de transporter la rondelle. Et c'est là où ce que je crois que le Canadien de Montréal a eu de la difficulté l'année passée à 5 contre 5, c'est le manque de capacité de pouvoir transporter la rondelle. Et je pense qu'en ajoutant un Lane Hudson,
en ayant un Kaden Guhle, exemple, plutôt plus en confiance avec la rondelle, Ouais. en ayant un Mike Matheson qui, oui, a très bien fait l'année passée avec des buts spectaculaires, mais qui fait un peu moins, il utilise ses coéquipiers en relance. Je pense qu'en faisant ça, tous les attaquants vont pouvoir en profiter. C'est là où on va voir vraiment une avance en termes de points. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure rapidement de Kirby Doc. On sait qu'il a seulement joué un match et un tiers la saison dernière. On parle aussi d'Alex Newhook, 55 matchs. Il a été blessé pendant une partie de l'année. Deux jeunes joueurs qui ont été acquis dans les dernières années par le Canadien, qui n'ont pas tout à fait réussi à laisser leur marque de la manière qu'ils l'auraient voulu. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir apporter à ce groupe de leaders offensifs dont on a parlé jusqu'à présent? Mais Alex Newhook en étant un qui est très bon en transition. Ce que j'ai vraiment aimé d'Alex Newhook, c'est quand que le Canadien l'ont joué au centre dans la deuxième moitié de la saison quand il est revenu de sa blessure. Après l'échange de Sean Monahan, il a trouvé une belle chimie avec Joshua Roy. C'est pour ça que je le nomme Ouais. Joshua Roy quand je parle de qui pourrait prendre la place de Patrick Laine sur le deuxième trio, parce qu'il y a déjà une chimie instaurée entre Newhook et Roy. Et ce que j'aime, c'est que Joshua Roy, il n'a pas le patin nécessairement le plus fluide. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas nécessairement trop rapide. Donc, un Alex Newhook ou un Kirby Dach, exemple, c'est deux très bons transporteurs de rondelles Ouais. en vitesse. Ils sont capables de faire de l'espace très difficile à défendre. Donc, pour moi, ça serait un fit idéal. Donc, quand que je vois un Alex Newhook, c'est encore plus important cette année qu'il prend un pas. L'année passée, si je me souviens bien, c'était à une cadence d'à peu près 50 points dans une saison de 82 matchs s'il l'aurait joué au complet. Donc, quand même très bon pour sa première saison à Montréal. Je m'attends à ce qu'il est capable d'améliorer ceci parce que vraiment, New Hook, on n'en a pas parlé, mais New Hook il risque d'être le franc-tireur sur la deuxième vague. Par Donc, défaut, exactement. Ouais. par défaut, donc c'est Il a un deux bon sont. tir. On l'a pas, surtout dans ses années juniors, on l'a vu, il était un joueur qui était capable de dégainer puis de vraiment être un danger pour les gardiens adverses. Il faut qu'il se donne la chance, mais aussi dans un bon contexte. Je pense que, comme tu viens de le dire, il est capable de vraiment produire dans une circonstance comme ça, là. Je pense que une des choses que je pourrais dire, c'est avec le cas de Kirby Dach, on l'a vu jouer je pense que c'est deux matchs préparatoires, sinon, ouais, deux matchs préparatoires. Je le trouvais un peu hésitant en zone offensive. Il hésite un peu ici, un Ouais. peu là, puis ça, c'est normal. Ça fait quand même 11 mois qu'il ne joue pas au hockey. Ouais. Donc, ça va venir. Mais où ce que je ne le vois pas hésiter, c'est en zone défensive et en zone neutre. Et ça, j'aime beaucoup parce que Kirby Dach, à 5 contre 5, est un des meilleurs joueurs du Canadien de Montréal. Et on l'a vu, l'année passée, il n'a pas joué du tout. Le premier trio avec qui il jouait, Caulfield Suzuki, sont partis d'un des meilleurs trios à 5 contre 5 à un des pires Ouais. duos de 5 contre 5 dans la Ligue nationale. Et c'est pas par chance, ils ont perdu un gars comme Kirby Dach qui est excellent Exact. en transition, vraiment très bon en récupération de rondelles en zone neutre. Donc, ça fait un ajout énorme à 5 contre 5. Donc, pour moi, si tu es capable d'avoir un joueur comme ça qui n'est pas au même niveau offensif qu'on l'a vu au début de l'année passée, pour les partisans du Canadien Montréal, ça va prendre du temps pour un Kirby D'où Dach de ton point retrouver que sa touche. l'équipe risque de progresser lorsqu'ils sont en contrôle de la rondelle en transition et tout. Pour compléter un petit peu ce tour d'horizon-là des effectifs, c'est vrai qu'on parle un petit peu de la profondeur, autant à l'attaque qu'en défense. On Mhm. pense à un Joel Armia qui a eu un bon dernier mois et demi, si on veut, de la saison, là. C'est sûr, c'était dans une circonstance où l'équipe n'avait pas nécessairement la pression de performer. Reste qu'il a fait le Ouais. travail. Jake Evans a quand même eu une de ses bonnes saisons offensives. Brendan Gallagher, Josh Anderson, ça a été plus difficile l'année passée. Qu'est-ce qu'on peut réalistiquement attendre de ces joueurs-là? Et puis en défensive, tu as parlé des trois, disons, premiers. On sait ce que David Savard va nous amener sur une dernière paire. Arbor Jacky, on voit quand même, il a une utilité certaine. Est-ce qu'il sera de l'alignement à tous les soirs? Possiblement pas. On a un Jaden Strubble et Justin Barron qui ont des bons camps d'entraînement. Logan Mayou serait peut-être le joueur en surplus pour débuter l'année. Reste qu'il y a plusieurs éléments, surtout en défense, là, on a le potentiel d'avoir quelque chose d'un petit peu plus structuré que l'année passée. Euh,
probablement plus au niveau de l'attaque, le point d'interrogation. Reste que cette profondeur-là est importante. À quoi tu t'attends de leur part? Là? Ah, ben écoute, la profondeur du Canadien de Montréal, spécialement en attaque, est probablement la pire de la Ligue nationale en termes de Ouais. qualité. Le fameux bottom six, c'est le plus cher de la Ligue nationale et c'est Ouais. le bottom six qui leur a donné le moins de buts l'année passée. Donc, euh, ajouter un Joshua Roy à temps plein dans un bottom six, ça l'aide beaucoup. Déjà, Mais un Alex peut-être que ce ne sera Barré-Boulet, plus le cas mais avec le. c'est ça que ça va changer. Un Alex Ouais, Barré-Boulet exact. pourrait aider, un Kapanen pourrait aider, mais en ce moment, Brendan Gallagher, pour moi, a eu une saison correcte l'année passée, selon les attentes. Je pense qu'il a très bien, il a très mal commencé la saison, puis il a très bien fini. Je pense qu'on parlait de Joel Armia. Joel Armia complétait le trio avec Joshua Roy et Alex Newhook. Donc, c'est là où il y a eu vraiment cette poussée de fin de saison. Pour moi, c'est des joueurs, tu parles de Jake Evans, Christian Dvorak, Joel Armia, c'est dans l'intérêt du Canadien de Montréal qu'ils aient une saison correcte parce que les trois sont des agents libres. Si Dans le leurs Canadien intérêts n'est à eux pas, aussi. si le Canadien ne sont pas dans le coup pour les séries, c'est des joueurs qui vont partir. Et Ouais, donc, pour moi, je me dis que le Canadien vont les placer dans des situations où ils vont être capables de produire. Donc, c'est pour ça que je doute fortement que Joel Armia ne se trouvera pas en avantage numérique. Je pense qu'il va être là assurément sur la deuxième vague. Euh, Brendan Gallagher par désir. Donc, je me dis des 30 points pour ces deux joueurs-là serait quelque chose d'atteignable. Pas nécessairement la meilleure saison, mais ça serait une des meilleures saisons c'est pour faisable l'avenir, pour eux. mais quand même intéressant. Pour Jake Evans, écoute, more of the same, 20-25 points, mais un joueur qui continue à démontrer des qualités défensives de haut niveau. Je pense que tout le monde le voit, son rôle sera remplacé un jour par un Owen Beck, que ce soit dans les prochains mois ou l'année prochaine. Donc, je me dis, c'est un peu la même chose. Le vrai point d'interrogation se trouve avec Josh Anderson. Josh Anderson, on ne sait pas où est-ce que ça va venir. Lui Peut aussi, une nous en saison de donner, mais on 30 ne le voit points, pas assez souvent. Là. c'est ça, une saison de 30 points pour lui, déjà, ça serait comme correct selon ce qu'il a fait par le passé, mais Ah, ouais. 35-40 points serait où ce qu'il devrait être, selon moi, au minimum. Et cette dernière paire de défenseurs, on regarde à travers la Ligue nationale, ce n'est pas le point de mire, on ne sait pas l'endroit où on porte le plus notre attention. Reste qu'avec le Canadien, c'est un élément intéressant. On a trois jeunes qui progressent. Harbour a connu un camp un petit peu plus en dents de scie. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Justin Barron, qui a des bons moments là, depuis le début du camp, va être capable de garder sa constance, qui a été un enjeu pour lui? Qui tu penses qui pourrait sortir du lot parmi ces trois-là? Et qu'est-ce qu'il serait capable de faire pour le Canadien cette année, selon toi? Là? Ce qui est important avec Justin Barron, c'est qu'il ne jouera pas en avantage numérique tant que Lane Hudson est là. Donc, Ouais. c'est à lui de se démarquer à 5 contre 5. Comment que tu fais ça? Récupération de rondelle, contrôle de rondelle. On en parlait tantôt, être capable de monter la rondelle. Donc, si tu es capable d'être ce défenseur-là en transition, c'est là que tu vas aller chercher ta valeur avec le Canadien de Montréal. Donc, pour moi, Justin Barron a démontré très bien cet aspect-là de son jeu. Pour lui, d'avoir un certain niveau de constance de jeu dans la Ligue nationale, va falloir qu'il devienne un peu plus agressif dans les coins, disons. Il doit pas lâcher son homme en couverture défensive aussi facilement qu'on l'a vu l'année passée. On voit des améliorations en défensive, mais pour moi, c'est un joueur de la Ligue nationale côté offensif. Donc, c'est OK. à lui de trouver cette constance-là. Et c'est à l'inverse avec Jaden Struble. Je pense que Jaden Struble, pour moi, est une roche en défensive. C'est vraiment un Vraiment. pilier pour moi en termes de joueur défensif. Mais je crois qu'il y a une coche de plus en termes d'offensive. Puis c'est là que ça va devenir intéressant avec Herbert Jacquet parce que Jacquet, tu ne peux pas t'en départir, spécialement avec ce qu'on Non. vient de voir samedi. Donc, Ouais. ça fait en sorte qu'il va avoir certainement une rotation à 7 défenseurs, Ouais, dont les trois derniers. Mais je pense qu'il va avoir des blessures. On l'a vu l'année exactement. passée, Justin Barron n'a pas commencé la saison. Il a commencé sur le banc. Il y a une blessure à Caden Goulet à la fin du mois d'octobre et c'est là qu'il est rentré. Donc, tu as toujours besoin de cette profondeur-là, mais je pense que cette année-ci, ces trois-là vont pouvoir se démarquer comme des vrais défenseurs de la Ligue nationale sans question.
Et c'est ce qu'on recherche, là, justement, une progression de la part de nos jeunes joueurs. On ne leur demande pas de nous mener en série, mais qu'on s'y approche tranquillement. Rapidement, avec la position de gardien de but, on est quand même plus ancré que l'année dernière. Là. Kevin Primo, Samuel Montembeault se séparant le travail à deux. Les deux ont montré de l'aplomb lors du camp d'entraînement. Je pense qu'on est capable d'attendre de belles choses de nos gardiens qui ne nous voleront pas nécessairement une tonne de matchs, mais qui pourront être solides lorsque le temps le sera venu. On est dans une division très compétitive, Marco. Donc, pour terminer, j'aimerais que tu nous dises où est-ce que tu vois le Canadien. C'est toujours très difficile de se projeter. Par contre, on a certaines équipes qui sont un petit peu dans cette bulle-là. Là. Les Sabres, les Sénateurs, les Red Wings seraient normalement devant le Canadien en termes d'opportunités. Mais je pense que c'est sûr que peut-être avec la blessure de l'année, ça pourrait changer un petit peu la donne. Presque avec les données qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que le Canadien va être capable de se positionner? Et si c'est juste de terminer huitième, est-ce que tu penses qu'on va récolter plus de points que l'année passée? C'est sûr que les blessures peuvent toujours changer la donne, là, on l'a vu durant le camp d'entraînement, mais advenant que tout va bien, là, finalement, on est chanceux là, dans le meilleur des mondes pour ce qui est devant nous. Qu'est-ce que tu t'attends? Je trouve que l'année passée, le Canadien ont été très chanceux côté gardien de but. Ils ont volé beaucoup de matchs, dont Aiden Primo, dont Samuel Montembeault, peut-être pas Ouais. nécessairement Jake Allen. Mais ceci a fait en sorte que ça a peut-être changé la donne en termes de points, passer de OK. 68 à 76. Je crois que le Canadien va arriver à peu près 80-82, ce qui vont les placer entre septième avant-dernier et douzième avant-dernier. Donc, OK. c'est vraiment ce range-là. Ils ne vont pas finir. Je vois beaucoup de monde sur Twitter en ce moment, ça va finir dans la cave, un autre choix top 5. Je pense pas que le Canadien de Montréal, même sans Liney, est pire que Chicago, est pire que San Jose, est pire que. euh, on peut parler des Flames de Calgary en ce moment, Aussi, parce que ouais, beaucoup là d'équipes aussi, de ça part l'Ouest, dans là, le les Blue Jackets, peut-être les Blue Jackets aussi, ouais. qui ont perdu l'année notamment et malheureusement Johnny Gaudreau. Donc, ça fait en sorte que ces cinq équipes-là risquent d'être dans le bas fond et le Canadien risque de faire partie du peloton qui va suivre juste OK. après. Donc, je m'attends à ceci. Ceci étant dit, dans la division, malheureusement, je les vois derniers. Euh, Ah, Ottawa, le problème d'Ottawa, puis on l'a vu côté statistique, il y avait le pire ratio de buts anticipés contre pour les gardiens de but de la Ligue nationale. Ils se sont fait donner 20 buts de plus qu'ils auraient dû se faire donner, ce qui les aurait mis dans le portrait des séries. Maintenant, tu viens d'aller chercher Linus Ullmark, ça risque de changer la donne. Et les Sabres de Buffalo, selon moi, veulent un peu changer l'histoire aussi. Ils ont trouvé leur gardien numéro un. Et ouais. avec Détroit, la poussée qu'on a vue l'année passée, là, ils sont très bien menés en termes d'offensive. Il y a beaucoup plus de balance. C'est J'ai de difficile la de misère. dépasser J'ai de ces la misère. équipes-là. Gros merci, Marco. Je pense qu'on a réussi à jumeler, à mettre ça de manière condensée en un petit peu moins de 30 minutes. Reste que ça donne un beau portrait pour la saison 2024-2025 du Canadien. Restons optimistes. Là. On sait que ça a frappé comme une tonne de briques la blessure de l'année. Il y a des très belles choses qui s'en viennent. Lane Hudson risque d'en montrer beaucoup aux partisans du Canadien cette année. Donc, essayons de partir avec un vent de positivisme et de regarder vers l'avant. On peut lire Marco encore une fois, sur Montreal Hockey Now, nouveau collaborateur sur le Responsible Gambler. On peut l'entendre aussi en anglais sur TSN 690, en français sur BPM. Donc, beaucoup de Marco d'Amico pour la saison 2024-2025. On est très, très contents. Vraiment, encore une fois, très choyé de te parler à nouveau et de t'avoir au podcast. C'est toujours une réelle joie de collaborer avec toi. Donc, bonne saison 2024. C'est beaucoup de travail pour toi qui commence, Ouais. mais tu nous offres du contenu de grande qualité. On t'en remercie. Donc, un gros merci pour aujourd'hui et bonne saison à toi. Là. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à tous d'avoir été présents et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.